C'est un rapport qui décoiffe qu'a lancé hier l'ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, sur la réforme de la SNCF qui passerait par la transformation en société anonyme, par la fin du statut de cheminot, au moins à l'embauche, ou encore par l'arrêt de certaines petites lignes. Un rapport qui fait rugir les syndicats, qui voient une ligne rouge en passe d'être dépassée, notamment pour la CGT, qui appelle déjà à la mobilisation pour le 22 mars prochain. C'est déjà ce jour-là la journée de mobilisation des fonctionnaires. On en parle dans un instant avec nos invités, mais regardez cette prise de bec, si on peut dire, entre Jean-Philippe Spinetta d'un côté qui annonce sa réforme, en tout cas son rapport remis au Premier ministre, et puis le patron de la CGT, Philippe Martinez. Les cheminots, les gens du ferroviaire, ont eu tout au long de l'histoire à relever de nombreux défis. Ils l'ont toujours fait, avec dévouement, avec compétence, avec des savoir-faire. Et je pense que cette nouvelle donne couvre ce principe de la concurrence, doit être l'occasion d'un renouveau du contrat social à l'intérieur de la SNCF et un renouveau du dialogue social à l'intérieur de la SNCF. Casser une entreprise publique au service du public, qui devrait être au service public. Et ce que propose ce rapport, c'est d'accentuer cette casse, parce qu'il faudra qu'on m'explique comment, en quoi, et je défie quiconque de me le prouver, en quoi le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs, les retards, etc., etc. Et on en parle ce soir avec Lauriane Rossi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine, questeur de l'Assemblée nationale, membre de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. Et puis vous avez été salarié d'SNCF Réseau. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Rémi Auffrère-Privel, vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot. Gilles Danzard, vous êtes journaliste, directeur de la revue Mobilettre et spécialiste des transports. Et puis Frédéric Delpech, bonsoir, nous a rejoint du service politique d'LCI. Première question peut-être pour la CFDT, pour les syndicalistes. Vous allez suivre Philippe Martinez le 22 mars ? Écoutez, nous réunissons nos instances la semaine prochaine, donc nous aviserons. Nous sommes en train d'analyser le dossier. Effectivement, il y a des lignes rouges qui sont franchies. Et donc, vous aussi, vous dites ça ? Nous aussi, on dit ça, notamment sur la transformation des deux grands épiques en société anonyme. Oui, enfin, encore une fois, ce n'est qu'un rapport qui a été remis au Premier ministre, qui va faire des annonces. Justement, ce n'est qu'un rapport, mais donc nous rencontrons Madame la ministre des Transports dans les prochains jours. Elisabeth Borne, la semaine prochaine. Borne, la semaine prochaine, en début de semaine. Donc nous attendons de voir ce que la ministre va faire du rapport de Jean-Cyril Spinetta. Mais donc, il y a une possibilité que la CFDT se joigne à la CGT le 22 mars si ça ne passe pas. Tout est ouvert, tout est ouvert. Nous allons d'abord analyser et vérifier ce que compte faire le gouvernement, la ministre des Transports, le Premier ministre et le Président de la République sur le contenu de ce rapport. Il peut en utiliser une partie, il peut en évacuer une autre. Ce n'est qu'un rapport. On va aller voir les trois principales mesures. La principale ligne rouge pour vous, c'est quoi ? C'est que l'entreprise devienne une société anonyme, la fin du statut de cheminot, la suppression de petites lignes ? Alors tout d'abord, nous pensons que la cause de l'endettement de la SNCF, ce n'est pas le statut des cheminots, certainement pas. C'est l'absence de l'État stratège. 3 milliards 200 millions, on le verra plus tard, ne serait-ce que pour la retraite des cheminots. Tout à fait, mais c'est rien par rapport à la fois à l'absence au tremplin et à l'absence d'investissement ces 3 dernières décennies. Il y a on est en train de vivre un trouble obsessionnel compulsif où la solution du désendettement de la SNCF passerait par la transformation en société anonyme. C'est particulièrement surprenant parce qu'avant 1982, la SNCF était société anonyme et ça n'a pas empêché l'État de ne pas prendre ses responsabilités en faisant certains investissements et en n'en réalisant pas d'autres. Donc très franchement, la solution, ce n'est pas la société anonyme, ni pour l'EPIC Mobilité, ni pour l'EPIC SNCF Réseau, qui lui représente en plus véritablement le cœur du ferroviaire à travers les infrastructures et demain les gares. Lauriane Rossi, vous qui êtes à la fois députée à l'Assemblée nationale et qui avez travaillé pour cette entreprise SNCF Réseau, les Français vivent un trouble obsessionnel compulsif sur l'avenir de la SNCF ?
En tout cas, ils sont, je pense, impatients de retrouver un système public ferroviaire performant. Moi, je veux ça ne marche saluer pas pour l'instant, c'est ce que vous nous dites. Je crois que le constat est unanimement partagé. Ce rapport, en tout cas, formule des propositions, de nombreuses propositions qu'il nous faudra examiner, sur lesquelles, évidemment, une concertation va s'engager. Mais moi, je veux saluer cette démarche, qui est assez inédite, celle de vouloir finalement disposer d'un diagnostic pour la première fois complet, je dirais sans concession et sans tabou, sur le fonctionnement de ce service public ferroviaire auquel nous sommes tous fermement attachés et que nous souhaitons rendre plus performant. Il ne s'agit pas de le remettre en cause. Au contraire, il s'agit de le renforcer, d'en faire l'un des premiers leviers de cette mobilité du quotidien. Ça fait combien d'années notamment dans les zones périurbaines. Pardonnez-moi, mais ça fait combien d'années qu'on dit oui, ça marche pas, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais ça fait combien d'années, combien de décennies que nous sous-investissons au profit de la création de lignes nouvelles et au détriment de la modernisation de notre réseau. Combien d'années que, par des jeux de contradictions et d'injonctions contradictoires, finalement, la gouvernance de la SNCF n'est pas performante. Et le statut avec des enjeux de régularité, de sécurité, de qualité de service qui, aujourd'hui, ne sont pas au niveau de ce que nous devons offrir aux usagers et aux contribuables, quand nous voyons également effectivement la dette de SNCF Réseau, qu'il faut, je suis d'accord avec vous, distinguer effectivement du volet social. Et le statut de cheminot, il faut le revoir aussi? Oui, je pense qu'il faut le revoir, en tout cas on pour les embauches à venir. On n'a plus les moyens aujourd'hui d'un tel statut. Vous savez, j'en viens, et c'est vrai que j'ai été surprise. Moi, j'étais cadre, je n'en bénéficiais pas. J'avais plus de 30 ans, donc je ne répondais pas, parce qu'il faut savoir que les recrutements au-delà de 30 ans se font en tant que contractuels, donc contrat de droit privé. Mais je m'étonnais moi-même du recrutement de cadres au statut de cheminot. C'est un peu un statut à deux vitesses, quoi. Soit vous avez tout, soit vous en avez nettement moins. On a un statut à deux vitesses et on a surtout un système ferroviaire à deux vitesses avec des lignes régionales qui ne fonctionnent pas bien et des lignes grande vitesse sur lesquelles nous avons beaucoup misé ces dernières décennies au détriment de la modernisation. On va écouter dans un instant Emmanuel Macron qui d'ailleurs inaugurait la nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes et qui disait exactement ça. C'était en juillet dernier. Tout le monde était là dans l'euphorie en se disant « merveilleux, on va encore gagner une demi-heure sur la ligne ». Et bien regardez la réponse du président. En quelque sorte, en venant inaugurer ce grand projet ce soir, et ceux de la journée, je suis en train de vous dire le rêve des 5 prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là. Parce que votre mobilité change. Et parce que la réponse aux défis de notre territoire n'est pas aujourd'hui d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les chefs-lieux de départements de France. Gilles Danzard, on notera aussi l'aéroport de proximité, avec le recul, ça fait sens. Gilles Danzard, d'accord avec ça, il faut changer beaucoup de choses à la SNCF? Il faut changer des choses. La première vertu du rapport Spinetta, c'est d'avoir enfin écrit noir sur blanc ce que pense toute la haute fonction publique et beaucoup de politiques depuis tant d'années. Donc c'est au moins une contribution à la transparence parce que ce sont des idées qui ne sont pas nouvelles sur le statut, sur les petites lignes ou sur la concurrence. Mais il met les pieds dans le plat là. Mais beaucoup de choses ont changé, y compris depuis que Emmanuel Macron s'est exprimé. Parce que dire aujourd'hui aux Français des territoires qu'on va leur supprimer leurs lignes sans avoir auparavant concerté pour leur proposer autre chose, là, ça paraît un peu... On remplace par des bus, généralement. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient en place. Et là, la réaction des élus locaux, qui souvent d'ailleurs ont porté à bout de bras ces petites lignes parce que l'argent public allait au TGV, elle n'est pas très favorable. Donc le rapport Spinetta, d'une certaine façon, il met sur la table plein d'hypothèses, mais un certain nombre d'entre elles ne sont pas vraiment en faveur d'une revitalisation du rail telle qu'on pourrait l'espérer, parce que si on regarde les pays étrangers, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, et ils ont tous des systèmes très différents, il y a une politique et une stratégie ferroviaire qui ont été adoptées. Et là, le rapport Spinetta, c'est plutôt priorité absolue à la réduction des coûts que d'imaginer ce que pourrait être le ferroviaire dans 10-20 ans. Un exemple, on parle beaucoup de la suppression des petites lignes, on parle beaucoup de l'arrêt des programmes TGV, et c'est sans doute, il faut sans doute fermer des petites lignes qui ne sont pas utilisées, il faut sans doute arrêter le programme TGV parce qu'on a mis tout l'argent dans le TGV pour rénover des lignes
TGV qui vont souffrir assez vite, hein, Paris-Lyon, Paris-Tours, Paris-Lille. Donc ça, tout ça est très bien. Mais il faut aussi inventer la suite. Et la suite, là, il n'y en a pas. Par exemple, c'est rénover les grandes gares parisiennes qui n'ont pas bougé. Enfin, qui n'ont pas bougé, c'est une façon de parler, mais qui sont un peu bloqués là, depuis 70 ans. Mais quand je parle de grands travaux, c'est pareil en ce moment. Hein, quand je parle de grands travaux, c'est vraiment de faire ce qui se passe à Austerlitz aujourd'hui, mais il faut le faire aussi Gare du Nord, il faut le faire à Saint-Lazare, il faut le faire à Montparnasse, comme les Anglais ont fait Saint-Pancras, comme les Allemands ont refait Berlin. Donc l'avenir du ferroviaire, il mérite un peu autre chose qu'un rapport qui, là, pour le coup, obéit à des nécessités comptables, voire idéologiques. Les pieds dans le plat, Frédéric, ce rapport. Bon, effectivement, oui, bien évidemment, et on voit les réactions, il est décapant, explosif, il introduit une logique de rentabilité, c'est aussi peut-être un pas vers la future privatisation de la SNCF, bien évidemment, et puis surtout, le gouvernement va se retrouver pris en tenaille sur ce dossier. Alors, les syndicats, bien sûr, on les a entendus, vont se mobiliser, et quand on touche au statut des cheminots, on sait que la mobilisation peut être très forte, mais il y a déjà une autre mobilisation qui se prépare aussi, ce sont les élus locaux qui sont montés dès hier en première ligne pour défendre bien évidemment les petites lignes régionales, locales qui risquent d'être supprimées. Il faut savoir que dans le rapport Spinetta, par exemple, il y a est prévue une augmentation de la redevance réclamée aux régions pour faire circuler les TER. Et donc ça, bien évidemment, des régions qui sont frappées par les baisses de dotation et qui se plaignent d'un certain nombre de recommandations et de projets du gouvernement qui va à leur encontre, la taxe d'habitation, etc. On ne va pas les énumérer toutes, mais enfin, des élus locaux qui sont déjà très mobilisés. On va écouter Christian Estrosi dans un instant. Voilà, c'est un exemple. Qui en a ras-le-bol, lui, qui dit j'ai financé, et puis on me retire mes petites lignes, écoutez-le. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans ma propre région, par exemple, oui, vous avez 20% de trains en retard. Vous avez 10% de trains annulés par an. Vous avez 90 jours sur 365 de grève par an. Rémi, aux frères Privel, vous comprenez ça, les élus qui disent, mais ça ne marche pas. Les problèmes vont continuer encore 6 à 8 ans. Parce que nous avons beaucoup de retard, que l'Allemagne consacre environ 3 fois plus d'investissements sur son réseau ferroviaire, comme d'autres pays européens. Le retard est considérable, mais le statut des cheminots n'est pas l'ennemi de la modernisation, bien au contraire. On nous parle... Finalement, c'est un programme de rigueur. Le statut des cheminots, c'est de dire que ça coûte trop cher. Non, le rapport de Jean-Cyril Spinetta, ça a été dit très bien par Gilles Dansart, c'est finalement un programme de rigueur. Parce qu'il nous faut plus d'argent pour le ferroviaire. Il n'en faut pas moins, il en faut plus. En plus, la thématique de l'ouverture à la concurrence, vous allez notamment en Suède, vous regardez ce qui s'est passé. Déjà les TER qui seront ouverts à la concurrence. Vous allez dans les pays européens, vous ouvrez, allez au-delà de nos frontières, et vous allez pouvoir constater que l'ouverture à la concurrence provoque une augmentation de l'aide publique pour le transport ferroviaire, avec une augmentation du nombre de circulations, du nombre de voyageurs, mais que l'écart grandit. Finalement, quand vous ouvrez à la concurrence, il y a une nécessité d'investissement et de subventionnement public massif. Donc l'ouverture à la concurrence ça paraît paradoxal. Ne va pas forcément. Non, parce qu'il y a des nécessités d'investissement. Les collectivités locales veulent de plus en plus de trains, pas forcément complètement remplis. Donc il y a plus d'argent public. On va devoir consacrer finalement plus d'argent public avec des opérateurs privés. Alors quand on dit aujourd'hui que 40% aujourd'hui des lignes ferroviaires sont en cause, sont pointées du doigt dans le rapport Spinetta. On nous dit, mais vous avez quand même l'écart longue distance. Vous avez l'écart Macron. L'écart Macron, en 2016, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 millions d'euros de déficit. Oui. Parce Alors, qu'il y a peut-être quand trop on de nous donne des leçons d'économie, on regarde tout et on repose la vraie question qu'il convient, quel financement pour le ferroviaire ? Après l'abandon de l'écotaxe, il y a un vrai problème de financement des infrastructures de transport, de tous les transports d'ailleurs publics. Lauriane Rossi, d'où cette question. Est-ce que le rapport Spinetta ferme les portes ou au contraire les ouvre sur le ferroviaire ? L'État veut encore investir. Mais nous les avons d'ores et déjà ouverts, bien sûr, mais et avant même le rapport Spinetta, je crois que l'effort financier, nous avons consacré plus de 800 millions d'euros supplémentaires à la modernisation du réseau ferroviaire dans le cadre du débat budgétaire. Donc les efforts sont là, la volonté politique est là de faire du transport ferroviaire le transport majeur du quotidien en région, à l'image de l'Allemagne. Et pourtant, on veut fermer les petites lignes.
Alors, sur les petites lignes, effectivement, le rapport Spinetta formule cette proposition. Premièrement, une chose importante à rappeler, c'est que l'État tiendra les engagements qu'il a pris dans le cadre des CPER, c'est-à-dire des contrats qui les lient aux régions. Il y aura évidemment une discussion avec les élus locaux, les régions, sur les fermetures de lignes. De quoi parle-t-on? Parlons de lignes sur lesquelles circulent 1 à 2 trains par jour, avec un taux de remplissage extrêmement faible, de l'ordre de 20%, et finalement donc 2 milliards par an consacrés à ces lignes pour environ 2% des voyageurs. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut, moi je pense, se pencher sur chacune de ces lignes avant de dresser des conclusions trop hâtives, parce qu'il faut aussi s'interroger, vous avez raison de le dire Gilles Dansart, sur regardez le les petites lignes, hein, 16% des moyens consacrés au ferroviaire, mais transportent seulement 2% des voyageurs. Mais il y a aussi la notion de service public, attendez. Service public, et puis... Pour certaines d'entre elles, l'offre ne correspond pas à la demande. Il faut aussi s'interroger sur la qualité de service, la régularité, c'est ce que disait M. Estrosi à l'instant, puisque certains usagers se sont détournés du ferroviaire, ont été découragés, quand bien même ils étaient intéressés par cette offre. Est-ce que la grille horaire correspond aussi à des horaires de travail, permettant justement aux usagers de se déplacer en train pour aller sur leur lieu de travail? Il faut s'interroger sur ces aspects-là, et peut-être que certaines lignes, effectivement, mériteront d'être conservées, mais en étant améliorées. Alors justement, vous voulez voir un exemple concret sur ces lignes secondaires dans la région d'Aix-Marseille avec Baptiste Guénet. Et là, les usagers, ils disent on nous a supprimé les lignes et puis maintenant elles ne sont plus à des horaires qui nous vont. Regardez la suite. Un train à ne pas manquer. En direction de Marseille, le TER de 8h58 s'apprête à partir. Le prochain ne passera pas avant plusieurs heures. Depuis début décembre, au changement de grille, il y a moins de trains et ils ont changé aussi les horaires qui ne sont plus vraiment adaptés à des horaires de travail. On part plus tôt, on rentre plus tard. Voilà, donc c'est assez contraignant. À Mérargues, le parking est pourtant plein. Les voyageurs y laissent leur voiture pour éviter les bouchons aixois et marseillais. Pour assurer les liaisons en période creuse, la SNCF mise sur une alternative. Il y a des navettes en fait qui ont été mises en place pour remplacer les trains justement. Quelques kilomètres plus loin, en gare de Pertuis, ce sont désormais des sociétés d'autocars privés qui transportent les voyageurs. Plus aucun train ne passe depuis décembre, au grand regret de certains. C'est un moyen de déplacement qui était à la fois pratique, rapide, et écologique et économique. Donc, et là maintenant, c'est pas écologique, c'est un bus. Raison officielle, des travaux de modernisation entre Aix et Marseille. Ils vont durer plus de 4 ans. En attendant, le guichet reste ouvert. Pour Gilbert Soulet, la SNCF tente par tous les moyens d'inciter les usagers à changer de moyen de transport. Elle veut habituer les gens à ce que la ligne soit fermée pour après pouvoir la fermer totalement. Voilà ce que nous craignons ici à Pertuis. Cette fermeture non annoncée pourrait avoir des conséquences car de nombreux Pertuisiens travaillent sur Aix ou sur Marseille. Sans train, ils pourraient être tentés de déménager et se rapprocher des grandes agglomérations. Gilles Dansart, il y a de la casse là. Ah, il y a eu de la casse parce que cette priorité au TGV a fait des dégâts. Donc il va falloir effectivement, comme le disait M. Offrère, pendant très longtemps compenser cette casse parce que le ferroviaire, c'est quand même une industrie assez particulière. Il faut qu'elle soit régulière, qu'il y ait une fréquence de train tout au long de la journée parce que les gens sont habitués à cette Mais donc là, on ne se pose pas la question, on met un bus, c'est plus simple. Voilà, et le bus, ce n'est pas les mêmes services. Donc il va falloir revoir de fond en comble, comme vous le disiez, Madame la députée, l'offre de proximité avec les collectivités locales. Et ce n'est pas l'État qui, d'en haut, peut le faire parce que là, à ce moment-là, Emmanuel Macron sera accusé de ne pas écouter les territoires. Mais est-ce que vous, qui êtes spécialiste du transport, vous commencez à dire l'État a fait ses choix et abandonne petit à petit le ferroviaire ou pas? La voie n'est pas encore certaine parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3,5 milliards par an pour le gestion de l'infrastructure pour remettre le réseau à niveau. Donc, premier engagement qu'il faudrait avoir, c'est ces 3,5 milliards. Et vous disiez, on a mis 800 millions pour l'instant. En plus. Donc, il faut encore un petit effort. Bon, ce sera un premier indicateur. Un petit effort avec quand même une dette de 46 milliards. Hein. Alors, la dette, quand même rappeler. La dette, c'est un faux. C'est pas un gouffre un peu sans fin. C'est quelque part un faux problème parce que c'est pas la dette de la SNCF, c'est en grande partie la dette de l'État. La dette de 46 milliards dont vous parliez, elle est en grande partie à 35 milliards une dette liée à la construction
de lignes à grande vitesse. Donc c'est difficile de la faire peser. Parce que ce ne sont pas les cheminots qui ont fait les choix. Et pourquoi on ne veut pas la sortir de la SNCF? C'est à cause des contraintes européennes. Donc on la met sous le tapis. C'est un vrai faux problème. Après, comme autre indicateur important, il y aura la façon dont l'État va procéder. Est-ce qu'il va vraiment avoir des accords de bonne qualité et transparents avec les collectivités locales? Il ne peut plus faire autrement. Il a donné les TER aux régions qui les ont sauvés, il faut bien le dire, depuis 20 ans. Vrai ça, d'accord avec ça? Il y a un vrai parce que l'État s'est désengagé, tout simplement. Mais comme l'État propose une mauvaise solution avec les lignes les moins fréquentées, en proposant aux régions de les reprendre. Comment les régions vont pouvoir reprendre ces régions sans fiscalité, ces lignes, sans ressources budgétaires supplémentaires? Le désengagement de l'État, là, est grave. Et là, l'État stratège, il doit reprendre la main, il doit enfin exister. Mais et on cette le question, voit pas. est-ce que l'État s'intéresse encore au ferroviaire? Mais plus que jamais. Certainement, on espère bien qu'il va en tout cas s'y réintéresser. La loi de 2014 avait prévu certaines bases, sauf qu'elle avait oublié deux choses. Évidemment, le financement du ferroviaire et l'avenir des gares. Pour l'avenir des gares, Jean-Cyril Spinetta a bien compris, a fait une proposition que nous partageons d'intégration dans SNCF Réseau, parce que les gares, c'est le patrimoine public national. Et ça ne doit pas être vendu ni privatisé. C'est extrêmement important. Ce qui est dans le patrimoine public, c'est aussi ces centralités que constituent les gares. On peut tout à fait imaginer qu'il y a ici et là des fermetures de lignes, mais les gares constituent dans les villes moyennes des lieux extrêmement importants. Donc il faut articuler... Alors on en fait quoi, des restaurants, des centres commerciaux? Non, justement, il faut leur redonner une fonction de transport. Si on imagine des bus, des véhicules autonomes, toutes sortes de solutions, ce sont les gares qui doivent être au centre de cette nouvelle mobilité, avec, si possible, et évidemment dans la grande majorité des situations, des trains, parce que les trains, c'est aussi la base structurante du déplacement en France, c'est historique, et l'effet réseau, est très important. Quand on prend une petite ligne, souvent derrière, on prend un train dans la gare dans laquelle on arrive. Donc si vous dites aux gens qu'on supprime la petite ligne, ils vont se dire comment je fais pour arriver à la gare où je vais prendre un autre train. Donc il y a tout ça à considérer, mais je suis d'accord avec Madame la députée, il y a des tas de parlementaires, d'élus qui croient au ferroviaire, mais simplement il faut redonner une impulsion positive, et le rapport Spinetta est plutôt trop comptable par rapport à cette ambition que certains portent. Est-ce qu'on ne va pas vers une situation à l'américaine, se dire allez, on remplace par des bus, c'est plus simple? Effectivement, il y a certaines lignes ont été fermées et remplacées par des bus, parfois à juste titre, puisqu'effectivement la demande n'était pas au rendez-vous. Et sur d'autres lignes, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut y regarder plus près et s'interroger sur la grille horaire, sur la fréquence, sur la régularité, et peut-être que la ligne pourrait être sauvée. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de remettre en cause cette desserte fine du territoire. Il faut vraiment appréhender ce réseau-là de manière globale, stratégique, effectivement. Vous parliez d'État stratège, mais je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous parlons des mobilités, nous parlons des gares, nous nous interrogeons aussi justement sur les moyens d'accéder à la gare. Comment, en tout point du territoire, nos concitoyens peuvent se diriger vers la gare la plus proche de chez eux? Ça, c'est une question aussi. Comment les gares peuvent accueillir tous les modes de mobilité, comment se garer, comment favoriser l'autopartage? C'est tout cela qu'il faut envisager dans cette stratégie-là. Voilà. Enfin, la ligne rouge dont je parlais tout à l'heure, transformation des deux EPIC en société anonyme, c'est plutôt celle des lâches. Les deux EPIC, c'est SNCF Réseau et SNCF. C'est plutôt celle des lâches que du courage politique. Pourquoi? Parce que normalement, les EPIC sont contrôlés directement par l'État. Et nous, dans la communauté cheminote, on veut que l'État prenne toutes ses responsabilités. Si demain l'État décide de fermer des lignes, il assumera toutes les conséquences de ces fermetures. Par contre, on lit entre les lignes du rapport de Jean-Cyril Spinetta qu'une des solutions pour améliorer la gouvernance, ce serait de transformer un établissement public en société anonyme. Oui. Comme ça, finalement, la gestion serait déléguée. C'est une ligne rouge. Oui, c'est une ligne rouge. Parce que ce qu'on comprend, c'est que finalement, l'État risque de se mettre en retrait, justement parce qu'on substitue la qualité d'établissement public à celle de société anonyme. Et en plus, on nous explique qu'il n'y aura pas de lien avec les taux d'intérêt sur le marché et on sera obligé de toute manière, évidemment, d'emprunter. La charge de la dette est extrêmement importante pour le groupe SNCF. On nous explique par A plus B que ça n'aura pas de conséquences. Nous, on pense en plus que pour les investissements d'avenir, il vaut mieux être un établissement public qu'une société anonyme. Précisons que société anonyme, c'est société anonyme à capitaux publics, probablement incessible.
Donc, et la SNCF était avant 1982 une société anonyme. Donc, oui, mais pas du tout sur les mêmes conditions qu'aujourd'hui. La SNCF de la société anonyme jusqu'en 82, il y avait un pacte d'actionnaires inscrit dans la loi de 1938 par les cessions des compagnies privées. C'est complètement différent de la création d'une société anonyme. On a l'impression quand même que on est un peu dans un entre-deux, Frédéric. Jean-Cyril Spinetta a lancé des idées, des propositions. Et puis maintenant, qu'il faut qu'Emmanuel Macron décide. Oui, mais enfin, il semble maintenant évident qu'il y aura quelque chose, que ça ne va pas être un rapport qui finira dans un tiroir. Ça, c'est certain. Quand on connaît la méthode, la gouvernance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'est bien évidemment l'ouverture d'un chantier qui se prépare. Alors, après, quelle va être l'ampleur du chantier? Est-ce que le gouvernement retiendra toutes les pistes du rapport Spinetta? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'effectivement, il ne peut pas se payer le luxe d'avoir un double front, à la fois un front syndical et un front politique, avec une mobilisation des élus locaux, toutes couleurs politiques. Et ça peut prendre la grève des cheminots? Alors, pour ce qui est de la grève des cheminots... On a vu que sur les lois de travail, ça prenait pas. Alors, sur les lois de travail, sur la mobilisation contre la réforme de la sélection à l'entrée de l'université, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu vraiment de mobilisation très forte. Là, on voit quand même que... Par exemple, sur un autre sujet, les négociations sur l'assurance chômage, c'est assez difficile, c'est très tendu. Sur la formation professionnelle, ça promet d'être assez difficile également. Donc, ça risque peut-être d'agréger les fonctionnaires aussi, on en parle aussi. Enfin, ça risque d'agréger un certain nombre de mécontentements. Il y a un risque pour l'exécutif, là. En tout cas, tout ce qui concerne la mobilisation des cheminots, c'est effectivement très, très sensible. Hein. La plupart des gouvernements précédents s'y sont cassés les dents, ou en tout cas ont renoncé à réformer en profondeur, parce que la mobilisation pouvait être très très forte. J'aimerais vous montrer aussi ce tableau quand même sur la retraite, hein, le système de retraite des cheminots. On en parle souvent, mais on va le revoir. Pour un conducteur, c'est 52 ans. Pour un sédentaire, c'est 57 ans. Et tout ça nous coûte 3 milliards 200 millions. C'est gérable, ça ? Nous l'avions dit pendant la campagne, Emmanuel Macron s'était engagé là-dessus. Nous souhaitons supprimer les régimes spéciaux de retraite. Il y en a 37, il n'y a pas que celui de la SNCF, il faut le rappeler. Là, nous en parlons parce que cette mesure s'inscrit dans un rapport plus global. Mais c'est une mesure... Ligne rouge ou pas, ça aussi? Ligne rouge, parce que vous pointez deux informations, vous ne pointez pas le sujet global. À la SNCF, les rémunérations sont constituées de beaucoup de primes qui ne sont pas péréquables pour la retraite. Donc moi, je connais très peu maintenant de conducteurs qui partent à 52 ans, ça n'arrive plus. Moi, je suis rentré à l'âge de 16 ans en 82 à la SNCF, je partirai à 58 ans et demi, je ne partirai pas à 57 ans en tant qu'agent sédentaire. Donc vous pouvez sortir deux éléments théoriques du sujet de la retraite, mais en réalité, ça ne se passe plus comme ça. Alors vous avez commencé à 16 ans, mais dans le privé, maintenant, c'est plus 63 ou 65 ans. Hein, Je ne sais pas, je ferai 42 ans et demi, donc je suis rentré quand même à un âge... 52 ans pour les agents de conduite et 55 ans pour les agents de service, pour ceux qui sont cheminots. Mais vous avez une pension largement diminuée. Vous avez aussi des salaires qui sont diminués. Je vous explique un cas très précis. Un conducteur dans une entreprise ferroviaire privée très connue sur la place, Eurocargo Rail, vous savez combien il débute ? Il débute à 2200, 2300 euros. Un conducteur, un jeune conducteur qui débute à la SNCF, 1700, 1800 euros par mois. C'est pas une différence, ça? Mais est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des statuts de retraite différents pour tous les Français? Mais ça, le gouvernement a pris soin de le faire en 2019. Hein, donc, parce que effectivement, c'est un dossier extrêmement chaud à la SNCF, parce que ça doit être sans doute la dernière entreprise, en tout cas la dernière entreprise publique, où quand on entre, on sait qu'on va y rester jusqu'à la retraite. C'est quand même une grande majorité des cheminots. Ça n'existe plus aujourd'hui, hein, ce genre de... Donc la retraite est très sensible pour ces personnels. Mais d'une manière générale, Jean-Cyril Spinetta a pris soin de ne pas mettre tous les chiffons rouges, parce qu'il y a certains chiffons rouges qui sont agités, mais ils ne sont pas tous là. Par exemple, ils ne touchent pas à la gratuité d'un certain nombre de billets pour les ascendants, les descendants, qui sont... D'ailleurs, il connaît Air France, hein, voilà. Jean-Cyril Spinetta. Il était d'ailleurs à Air France, il n'avait pas touché. Ouais. Sur la concurrence, bon, il fait du transfert automatique dans le cas où un nouvel opérateur gagne un appel d'offres. Bon, ça plaît... plutôt vers le droit au transfert. Hein. Voilà, donc, mais ça plaît, ça plaît à certains. Donc il n'a pas... Ça va permettre en même temps. Ça va permettre au gouvernement de diviser les syndicats. Voilà. Parce que ça, c'est on a vu à l'usage, hein, sur la loi travail, sur d'autres réformes, la stratégie du gouvernement, c'est bien évidemment d'essayer de diviser le front syndical pour l'affaiblir. Ça, c'est classique. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de revoir le statut des cheminots, mais ça ne concernerait pas les cheminots qui sont aujourd'hui en activité, ça concernerait uniquement
uniquement ce qui rentrerait à la SNCF dans un temps futur, d'ailleurs qui n'est pas encore déterminé, donc à l'embauche. Et la question de la retraite... C'est déjà le cas d'ailleurs, je le disais voilà. déjà, pour les plus de 30 ans. Toutes les personnes vous avez dit, même vous l'avez... Et la question de la retraite est bien évidemment pas du tout dans ce projet, puisqu'elle sera dans la réforme des régimes spéciaux qui viendra l'année prochaine. Donc, effectivement, le gouvernement va essayer de faire en sorte que ce chiffon rouge qui pourrait, faire se fossiliser, en tout cas se rejoindre les syndicats sur un même front commun, soit pas aussi Lauriane Rossi, il faut diviser pour mieux régner face aux syndicats? Non, il faut concerter surtout, et c'est ce que nous avons d'ores et déjà commencé à faire avant même la publication du rapport Spinetta. C'est l'UTP d'ailleurs qui est en charge de cette concertation. Et ça aussi, c'est une autre stratégie, la concertation qui est érigée en modèle, mais on sait que les décisions sont prises avant. On l'a vu sur la loi de travail, les grandes décisions ont été prises avant, puis la concertation a permis d'habiller pendant tout l'été dernier. La SNCF... Séparément, les syndicats? C'est souvent la technique Macron. Ce n'est pas moi qui mènerai ces négociations-là. Je ne vais pas m'engager à la place du Premier ministre et de la ministre des Transports. Mais évidemment, comme nous l'avions fait dans le cadre des ordonnances loi travail, vous le savez, plus de 150 réunions. Mais les décisions étaient prises à l'avance sur la loi travail, de toute façon. Oh non, elles ont été profondément ajustées au gré de la concertation. Vraiment. Sur la convention collective du ferroviaire, je vous rassure, ce n'est pas le gouvernement qui va décider à notre place. Ni à la place du patronat, ni à la place des organisations syndicales de cheminots. On vous sent remonter ce soir. Le 22 mars, ça vous titille quand même. La CFDT pourrait s'y joindre. Nous verrons. Nous allons analyser. Nous ne réagissons pas passionnément. Ce qu'on considère aujourd'hui, passionnellement, il y a des lignes rouges franchies, il y a quelques éléments d'assurance. La CGT, elle a décidé, ça y est. Vous attendez un peu c'est une manifestation. Non. La CFDT cheminot n'a pas décidé. Non, la CGT. Elle décidera. La CGT cheminot a décidé. La CFDT cheminot décidera. La CFDT cheminot décidera. Allez, on verra la suite. Mais il y a effectivement en tout cas que le gouvernement ne joue pas trop sur la division des organisations syndicales sur certains éléments. Nous nous retrouverons. On va passer à la politique. Tout de suite, c'est Pôle Express.